Salut la team! On se retrouve encore aujourd'hui dans le cadre de I Made It à l'hôtel Cincinnati, mais cette fois-ci c'est pour recevoir quelqu'un de très spécial. Vous nous voyez depuis quelques semaines déjà et vous vous demandez peut-être qui est derrière ce projet. Aujourd'hui, vous allez le rencontrer. Il s'appelle Monsieur Mbala Edmond. Je crois qu'il est déjà là. Et si on le recevait tout de suite. Bonjour Monsieur Mbala, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour la famille de Penser Entreprendre, vous êtes à la bonne adresse si vous avez envie de découvrir votre force intérieure et si vous avez envie de vous lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. N'oubliez pas avant qu'on ne poursuive de vous abonner, de commenter, de partager et surtout d'activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois qu'on produira un contenu. Aujourd'hui, nous recevons quelqu'un de très spécial, celui-même qui nous a réunis ici aujourd'hui en la personne de M. Mbala Edmond. C'est lui le patron de Penser Entreprendre. M. Mbala, bonjour. Bonjour madame. Bon, pas de ça entre nous, je pense que vous pouvez me tutoyer. Non mais c'est normal, je suis dans votre bureau, je dois respecter les codes. Il est flatteur, hein, vous ne trouvez pas? Vous allez bien? Ah oui, je vais bien, merci. Ça rassure. Alors, on est dans le cadre particulier aujourd'hui de l'émission I Made It. Les gens nous ont découvert avec un troisième numéro, ils se sont dit mais qui est derrière ce projet-là. Et aujourd'hui, on leur apporte la réponse. Vous voyez enfin le visage qui se cache derrière Penser Entreprendre et Penser Entreprendre Média, parce que c'est un ensemble qu'on a essayé de décortiquer un peu. Si on entre dans le vif du sujet, ça vous dit ou... Allons-y, je suis là pour ça. On vous sait quelqu'un de très sérieux. Et personnellement, je me suis toujours posé une question. D'où vous vient cette abnégation et cette rigueur dans le travail? Bon, déjà, je vais vous dire tout ça part de l'éducation qu'on reçoit à la base. Je suis déjà un enfant unique à mes parents, à ma mère. Ma mère m'a élevé toute seule et elle m'a appris le sens du travail. Donc ça veut dire, tu ne peux pas gagner ta vie si tu ne travailles pas. Et c'est la raison pour laquelle je suis un acharné de travail. Et j'aimerais que partout où je passe, que je laisse des traces. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu partager cette expérience de travailleur avec l'ensemble des jeunes Africains qui pourraient comprendre que ce n'est que par le travail qu'on va réussir à transformer l'Afrique en général. Alors, quelque chose qui m'intrigue et je pense qui intrigue aussi tous nos téléspectateurs et tous nos abonnés, pourquoi penser entreprendre et non pas réussir à entreprendre? D'accord, penser à entreprendre parce que toutes les entreprises commencent par la pensée. Pour pouvoir réaliser quelque chose, vous commencez par penser. Et ça vient retrouver l'engagement que nous nous sommes donné qui part de la formation des gens, ça veut dire travailler le mental, travailler la pensée, afin que les gens puissent entreprendre. Donc on commence par penser et puis entreprendre. Ça veut dire qu'entre-temps, il y a donc des étapes à franchir. Exactement, exactement. Est-ce que l'idée de penser à entreprendre vous est venue d'une ou de plusieurs expériences que vous avez vécues justement dans ce monde-là de l'auto-emploi? Ah oui, cette idée vient de mes échecs en fait. Les échecs que vous ne considérez pas comme échecs puisqu'ils ont été un tremplin. Exactement. Parce que si je les avais considérés comme des échecs, c'est qu'aujourd'hui peut-être je ne me lancerais pas dans une nouvelle aventure. J'ai eu des échecs dans la construction des entreprises que j'ai eu à mettre sur pied. Combien environ? Je suis actuellement à ma 3e activité professionnelle personnelle. La première entreprise que j'ai montée était une entreprise de facilitation de voyage pour les pays tels que le Canada, les États-Unis, avec un ami qui avait assez d'expérience dans le domaine. La deuxième activité que j'ai mise sur pied, c'était dans l'intermédiation de vente des produits pétroliers. Et malheureusement, j'ai connu un fiasco aussi là-bas. Et c'est la raison pour laquelle, avec ma posture de manager, ça c'est quand je travaille pour les autres, j'ai décidé de mettre sur pied cette entreprise, Penser Entreprendre Média et Penser Entreprendre, pour stimuler les jeunes, les amener à se transformer, quoi.
à participer à la transformation de l'Afrique. Ça veut donc dire que pour vous, on peut être à la fois employé quelque part, mais se décider soi-même de se lancer dans quelque chose. Et à ce moment-là, comment est-ce qu'on arrive à concilier les deux mondes? Déjà, je dors très peu, parce que depuis que j'ai lancé cette entreprise, Penser Entreprendre, je donne suffisamment de temps parce que vous savez que c'est au début qu'il faut être vraiment acharné. Dans le recrutement des équipes, déjà, c'est un problème. Il faut trouver des gens bien parce que Kennedy l'a dit, réussir, c'est être entouré de bonnes personnes. À partir du moment où vous avez des bonnes personnes, vous êtes sûr que vous aurez automatiquement le succès. Et pour trouver ces bonnes personnes, il faut avoir un peu de chance, et deux, il faut être quelqu'un d'assez sérieux. Il faut être un acharné au travail, il faut être déterminé, il faut savoir ce que vous voulez, parce que c'est dans la détermination que vous allez définir la ligne de rigueur sur laquelle tout le monde doit marcher. Donc, je dors très peu, je donne assez de temps dans mon entreprise où je travaille, parce que la source de financement de Penser Entreprendre vient des activités que je mène. Donc, c'est sur fonds propres. Voilà. Pour le moment, c'est sur fonds propres. En principe, Penser Entreprendre est une entreprise qui appartient aux jeunes Africains. Ça ne m'appartient pas. Ça appartient aux jeunes Africains. À tous ceux qui décident de s'investir avec nous. Tous ceux qui décident de s'investir avec nous, ils prennent des parts dans l'entreprise et puis ils gèrent l'entreprise. Mais au début, il fallait lancer l'idée, il fallait créer quelque chose, il fallait concevoir quelque chose et maintenant remettre entre les mains des jeunes Africains qui sont volontaires de pouvoir... c'est ma participation au développement de l'Afrique. C'est une très bonne chose à savoir. Quelque chose peut-être que certains de nos abonnés aimeraient savoir. Lorsque vous avez connu les échecs que vous avez rencontrés, vous avez puisé la force où pour vous relever et vous dire « je n'abandonne pas, j'ai la niaque, je vais encore dans un nouveau projet et celui-là, je ne le laisserai pas tomber ». Ce que vous devez savoir, c'est qu'on est entrepreneur dans l'âme. Une fois qu'on a dans son âme la fibre entrepreneuriale, on ne lâche pas. Parce que même quand on connaît des échecs, on réussit à se relever et on dit on tente pour une autre fois. Parce que si vous essayez plusieurs fois, vous allez finir par y arriver. Donc, les 2 premières expériences n'ont pas été fructueuses. Mais je tiens à vous rappeler qu'on ne perd pas dans la vie. Soit on gagne, soit on apprend. Donc, maintenant, je pense avoir suffisamment appris de mes expériences passées afin de pouvoir mettre ces connaissances au bénéfice des futures entreprises que je vais pouvoir lancer. Donc, ces 2 expériences ne peuvent pas me décourager en tout cas. Ça me permet plutôt d'avoir assez de force pour affronter les nouveaux challenges. Alors, en montant Penser Entreprendre, est-ce que vous avez à un moment douté que ce projet-là verrait le jour? Alors vous vous êtes dit, quoi qu'il arrive, je ne regretterai pas mon choix. Douter pour le moment, je ne peux pas dire oui, parce que j'ai beaucoup de chance. Je rencontre des gens exceptionnels tous les jours. Je rencontre des employés déterminés et plus motivés que moi. Parce qu'au fond, la conception générale du produit Penser Entreprendre, c'est fait par ces jeunes, pétris de talent, aussi volontaires. Parce qu'il m'arrive parfois d'écrire à un jeune à 3 heures du matin, il me répond. Ça veut dire que celui-là, il fait attention à son téléphone, il veut que Penser Entreprendre. Ils se sont appropriés Penser Entreprendre. Et moi, qu'est-ce que je fais avec mon expérience? J'encadre simplement ces jeunes à pouvoir créer quelque chose d'assez grand. Bon, s'il y a ceux qui doutent, peut-être vont comprendre que le mouvement il est assez fort, parce que ces jeunes-là, c'est des jeunes qui ont la niaque en tout cas. Qui ont la niaque. Oui. Donc pour vous, les qualités qu'il faut absolument avoir lorsqu'on décide d'entreprendre, c'est d'abord avoir la niaque. Ça, c'est vrai. La niaque, ensuite il faut de la détermination, parce qu'à un moment, on peut être découragé, on peut avoir des proches qui nous disent ton histoire là, il faut d'abord, ça va pas marcher. Et enfin, il faut de la patience. Exactement. Est-ce que vous ajoutez quelque chose à ça? Vous vous dites, l'entrepreneuriat, ce n'est pas que ça. Parce que la préoccupation, quand même, je me dis que les gens ont quand ils font entreprendre, c'est l'argent. Donc, ils oublient souvent le pan que vous avez évoqué, celui d'avoir des qualités, celui d'avoir même déjà une idée à la base. Et lorsqu'on parle d'argent, qu'est-ce qu'il faut faire? Je viens de recevoir un coup de fil d'un frère qui, très tôt le matin aujourd'hui, il m'a appelé pour chercher à s'informer de
du but de Penser Entreprendre. J'ai expliqué que Penser Entreprendre était une plateforme média qui permettait aux jeunes de pouvoir acquérir certaines connaissances afin de pouvoir développer des activités génératrices de revenus. Penser Entreprendre développait en quelque sorte les libertés financières. Penser Entreprendre développait aussi la personnalité des uns et des autres. Bon, il m'a dit, derrière tout ça, est-ce que tu penses qu'on pourra vraiment transformer l'Afrique? J'ai dit, bien sûr qu'on va transformer l'Afrique. Il dit, non, le problème de l'Afrique, c'est le financement. J'ai dit, non, le problème de l'Afrique, ce n'est pas le financement. Le problème de l'Afrique, c'est l'éducation au financement. Parce que le rapport à l'argent. Il faut que les jeunes soient éduqués d'abord, parce que c'est après l'éducation qu'on va pouvoir peut-être obtenir le financement. Voilà ce que je lui ai dit. Je lui dis, aujourd'hui, les jeunes en Afrique se plaignent de monter des projets qui ne trouvent pas d'aboutissement au niveau financement ou accompagnement matériel. Je lui explique que quand vous n'arrivez pas à trouver de financement, ça veut dire que le projet il est mal monté. Parce qu'il y a des investisseurs ici qui veulent, parce que tout le monde veut gagner de l'argent. L'investisseur a ses moyens, il veut investir dans un projet, il est sûr qu'il aura su, un projet sécurisé et un projet rentable. Si vous venez présenter un projet à un investisseur qui est sécurisé, il est sûr, il met son argent en sécurité. Il est sûr, il met son argent, non seulement il a la sécurité, mais en plus il a les bénéfices. Même si c'est vous-même, vous n'allez pas hésiter de mettre votre argent dans ce genre de projet. Donc, il faut avoir la capacité à monter ce genre de projet. Et maintenant, quand vous lavez ces projets, automatiquement vous aurez des investisseurs. Mais si vous montez un projet bancal, par exemple, et que vous-même, le promoteur du projet, vous n'êtes pas crédible, comment pensez-vous que quelqu'un va venir vous remettre son argent? C'est impossible. L'argent intervient en troisième position dans le montage du projet. La première position, c'est la décision personnelle que vous avez afin de pouvoir créer une activité génératrice de revenus. La deuxième, c'est de vous former dans l'activité que vous aurez choisie. Former, quand je parle de formation, c'est une formation profonde. C'est une formation dans le sens de la connaissance approfondie du domaine dans lequel vous voulez vous lancer. Et en troisième position intervient les finances ou le matériel. Parce que si vous n'avez pas pris une décision personnelle, parce qu'il y a des gens qui peuvent lancer des business à partir de zéro. À partir de zéro financement, ils lancent un business. Il suffit simplement de prendre ton téléphone, tu vas dans des magasins, tu vois des articles, tu les filmes, tu mets à travers le téléphone statut WhatsApp ou Facebook, groupe Facebook, ou je ne sais pas ce que vous allez créer. Mais tout doucement, vous allez vous constituer un capital à partir du bénéfice que vous allez réaliser sur les articles vendus. Et c'est comme ça qu'on enchaîne. Et c'est maintenant comme ça que vous allez enchaîner. Au bout d'un certain nombre de temps, vous allez vous retrouver avec un capital supérieur ou égal à 100 000. Et dès que vous avez ce capital, et c'est parti. Alors, ça veut dire que ceux qui, dès le départ de leur projet, se tournent vers les banques pour un prêt, pour un crédit, sont dans l'erreur. Il faut faire attention avec l'argent. L'argent, c'est quelque chose d'assez dangereux. Si vous ne construisez pas quelque chose pour avoir l'argent, et que vous avez l'argent de manière directe, comme ça peut repartir comme c'est venu. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire très attention avec l'argent. Je vais raconter une anecdote. J'ai un ami qui disait l'argent c'est comme le vent. Quand il arrive entre vos mains, il vous secoue. Et si vous n'êtes pas suffisamment implanté, il peut vous renverser. Parce que dès que vous avez un certain montant d'argent, ça vous prive du sommeil. Vous n'arrivez plus à dormir. Parce qu'il y a un ensemble de désirs refoulés que vous voulez réaliser quand c'est votre argent à vous-même. Il y a des choses que vous voulez faire en même temps. Deuxième chose, vous vous sentez en insécurité. Vous vous dites qu'à n'importe quel moment, on va me voler. Ça veut dire que vous commencez à réfléchir sur comment vous allez garder ce montant d'argent. Ça devient compliqué. Mais si vous avez une culture à l'argent, vous saurez exactement ce que vous devez faire avec ce que vous avez comme argent. Ça veut dire que quelque part aussi, il faut donc se former. On va parler de business plan, on va parler de gestion de l'argent, de rapport avec l'argent. Et ça veut donc dire que c'est ce qui manque à l'Africain, c'est ce qui manque aux Camerounais. Moi, je vais vous dire quelque chose. La manière dont les Africains gèrent leur argent prouve simplement que l'Afrique est un continent assez riche. Et très riche même. Parce que les habitudes financières que les Africains ont ne sont pas les mêmes habitudes financières que des populations qui vivent en Europe ont. C'est très facile à un Africain de s'asseoir au bar, boire 10 bouteilles de bière seul.
C'est très facile. Mais quand il consomme les 10 bouteilles de bière, il les paye avec l'argent. Ça veut dire qu'il a l'argent. Mais malheureusement, il y a des situations, il n'arrive pas à comprendre que lui-même, il est assez riche. Et il n'arrive pas à diligenter l'argent de manière à ce que ça puisse lui servir à quelque chose d'un peu plus important. Et c'est la raison pour laquelle on a l'impression, les Occidentaux donnent l'impression aux Africains qu'ils sont pauvres. On n'est pas pauvres. On a juste un problème d'éducation à cette richesse, à cet argent, afin de pouvoir bien les orienter et puis qu'on ait une meilleure vie, quoi. Alors, est-ce que donc pour vous, les pouvoirs publics n'ont pas un rôle à jouer là-dedans? Parce que je me dis, si peut-être le système universitaire était réformé et qu'on proposait justement des formations qui sont orientées dans le sens de l'entrepreneuriat, on n'en serait pas là aujourd'hui. Je prends le cas de quelqu'un qui va faire LMF. Demain, après-demain, on pense à l'enseignement, on pense peut-être dans une certaine mesure à la traduction, mais la suite, c'est quoi? Est-ce que là, on peut en vouloir à ceux qui décident de quitter le pays pour aller se chercher ailleurs? Déjà, quand on parle des pouvoirs publics, ça c'est un sujet que je ne voulais pas aborder parce que je ne veux pas donner une leçon de quoi que ce soit aux gouvernants. Mais ce que je vais dire, c'est que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a une totale inadéquation entre le système scolaire et la demande sociale aujourd'hui. Parce que, en ce qui concerne la demande sociale, aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que l'État continue à former des cadres pour remplacer les cadres. Pourtant, ça, c'était un système colonial. À l'époque, les colons ont institué ce modèle de formation pour que les Camerounais puissent remplacer les cadres occidentaux qui continuaient à administrer notre pays. Donc, ce même modèle est resté aujourd'hui, mais les choses sont en train de changer. Les choses changent et ça va vite. Moi, j'ai suivi certains pères fondateurs, c'est comme ça que je les appelle. J'espère que ça ne va pas leur gêner que je parle de leur nom. Quelqu'un comme Claudel, qui fait un travail formidable. Quelqu'un comme Philippe. Il y a un autre monsieur qu'on appelle Ricardo, à travers son livre La chèvre de ma mère, qui transforme carrément les jeunes. Ils arrivent à prouver aux gens qu'il faut suivre quelque chose, il faut suivre un mouvement. Le mouvement de la maîtrise des finances, le mouvement de la connaissance, de la création de richesses. Et ça, c'est possible. Si on prend par exemple le cas d'une culture qu'on a au Cameroun, qu'on appelle le cacao par exemple. Récemment, j'étais au village, j'ai vu toutes les populations qui se ruaient dans le cacao parce que c'est la période actuellement, la période de vente. Mais tu as l'impression que les choses... Mais les gens ne font que s'appauvrir. Pendant 20 ans, pendant 30 ans, vous cultivez... Je que les cours du cacao sont très fluctuants. Vous continuez à vous appauvrir. Vous cultivez un produit qui ne vous sert pas à grand-chose. Vous ne pouvez pas le transformer. Vous ne pouvez pas le consommer. Vous ne pouvez rien faire, juste le récolter et le vendre. C'est tout ce que vous pouvez faire. Et vous vendez à quelqu'un qui n'utilise pas le produit final du cacao comme étant une denrée indispensable pour sa nutrition. Ça veut dire qu'il ne prend que le chocolat que quand il se divertit. Ça veut dire il peut se débarrasser de ça. Mais pourtant, le cacao est une culture essentielle pour le développement de nos pays. Mais maintenant, quand tu arrives dans les villages, tu vois ces planteurs de cacao, mais tu ne te rends pas compte. Je suis allé jusqu'à leur dire, le cacao ne vous enrichit pas, ça vous rend pauvre. Essayez d'avoir des diversités, essayez de changer quelque chose. On ne vous en a pas voulu pour ce discours? Non, ils ne m'en veulent pas, mais bon, ils ont commencé à comprendre, mais ce n'est pas encore là. Je leur ai dit, ok, faisons le parallèle entre le cacao qui prend le même nombre de temps à produire que l'avocatier. Un avocat, c'est 150 pieds d'avocat sur un hectare. Je leur demande, votre cacao, ça donne combien quand le champ il est bien entretenu sur un hectare? Ils me disent, ça peut donner 1000 sacs. Je dis, ok. On dit aujourd'hui le kilogramme de cacao au Cameroun, c'est 1000 francs. Donc vous avez 1 million par hectare. Ils me disent oui. Je dis, mais en même temps, vous avez l'avocatier que vous pouvez planter. Un hectare d'avocat prend 150 pieds. 150 pieds d'avocatier. Imaginons, vous prenez le même nombre de temps pour le cacao, le même nombre de temps pour l'avocat. Vous les laissez grandir au même moment. Et quand vous allez faire la récolte de l'avocatier, imaginez que vous demandez à une vendeuse d'avocats de venir vous prendre un pied, la production d'un pied à 10 000. Vous avez 1 500 000.
L'avocat, c'est 2 productions par an. Ça veut dire que vous avez 1 million, 5 fois 2, ça fait 3 millions, pendant que le cacao vous donne 1 million en une année. Il faut faire le parallèle, il faut réfléchir. Le véritable problème, c'est que nous avons une culture ancestrale, on a un legs ancestral qui ne nous permet pas de réfléchir, d'ouvrir. Parce que moi, par exemple, mon père m'a laissé 2 hectares de cacao. Mais ça ne va pas me servir à grand-chose. Si je dois faire l'agriculture, il faut que je me lance sur d'autres produits. Parce que ce cacao, quand on arrive à... J'ai mis quelqu'un au champ, quand il arrive à récolter, il se partage avec... Il prend l'argent avec mes sœurs. Des fois, il ne donne même pas le montant d'argent qu'il faut qu'il donne. Donc, c'est simplement pour vous expliquer que si on change de façon de voir, si on va vers la connaissance, on essaye de penser, on peut entreprendre. Et dans ce cas-ci, ma question demeure, est-ce qu'on peut donc en vouloir à ceux qui décident d'aller à l'extérieur pour se chercher? Et bon, certains décident quand même de revenir, mais qu'en est-il de ceux qui sont partis, se disent non, je laisse le Cameroun derrière, je laisse l'Afrique derrière? Est-ce que sur cela on peut émettre un jugement, ou alors on se dit on ne peut pas leur en vouloir parce que le contexte dans lequel on évolue est malheureusement en régression? Ok. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucun pays qui se développe sans la diaspora. Mais maintenant, il faut circonscrire le mouvement de départ, comme vous avez dit tout à l'heure. S'ils vont pour se chercher, je dirais que les opportunités, c'est beaucoup plus en Afrique. Parce que, selon Claudel, il y a un cerveau orienté problème et un cerveau orienté solution. Et c'est derrière les problèmes qu'il y a des solutions. Et c'est derrière les solutions qu'il y a des opportunités. Parce que l'opportunité, c'est quoi? C'est un problème résolu. Dès que vous résolvez un problème, vous avez une solution qui peut être peut-être un service, et vous vendez le service, et ça devient une opportunité d'affaires. Et où est-ce qu'il y a le plus de problèmes au monde? C'est en Afrique, bien sûr. Ça veut dire que c'est l'Afrique qui est la terre des opportunités. Si vous allez là où tout a déjà été fait, il n'y a pas de défi, il n'y a pas de challenge. Il n'y a pas de challenge. Enfin, le challenge est beaucoup plus relevé. Parce qu'aujourd'hui, en Europe, on ne cherche plus à solutionner des problèmes, mais on en crée. En Europe, ils créent maintenant les problèmes. Je ne veux pas entrer dans beaucoup d'autres choses. Je ne veux pas entrer dans les déclarations de guerre, les guerres qu'il y a partout. Ça, c'est des problèmes qu'on crée pour qu'ils essaient de trouver des solutions. Et ces solutions deviennent des opportunités pour permettre aux États de s'enrichir. Donc, c'est un peu ça. Mais en Afrique, les solutions aux problèmes demeurent. À partir du moment où tu trouves une solution au problème, c'est une opportunité que tu peux vendre. C'est la raison pour laquelle on décide, certaines personnes qui viennent de l'extérieur, la diaspora, qui rentrent, ils ont une autre visibilité sur le continent et ils essayent de voir comment ils peuvent trouver des solutions à certains problèmes. Et dès qu'ils ont trouvé des solutions aux problèmes, c'est comme ça que ça devient des opportunités d'affaires. Ah, c'est une bonne chose à savoir. Oui. C'est une bonne chose à savoir. Vous avez parlé tout à l'heure de personnes que vous admirez, mais je me dis qu'il y a aussi des modèles. Vers qui est-ce que vous avez regardé pour vous dire j'ai échoué, mais cette personne m'inspire, j'ai envie d'être comme elle, j'ai envie d'être comme lui? La première personne qui m'a inspiré, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est Claudel. Claudel Nobissi. Claudel Nobissi. En 2018, la jeunesse camerounaise était en prise aux activités électorales et puis ça allait dans tous les sens, machin. Un jour, je tombe sur une capsule de Claudel dans laquelle il parle du cerveau orienté problème, cerveau orienté solution. Et directement, j'ai compris où était ma place en fait. Parce que j'ai toujours été quelqu'un qui est en marge des choses normales. Déjà, la première chose que je vais vous dire, une anecdote toujours sur ma vie, je ne m'étais jamais intéressé au football, par exemple. Moi, quand je regardais la télé à l'époque, c'était simplement les films que je regardais. Les gens se posaient toujours des questions parce que quand je me retrouve avec mes amis, ils font des commentaires sur tel joueur joue dans telle équipe, tel autre joueur joue dans telle équipe. Vous étiez dans votre coin. Moi, je ne connaissais pas des joueurs parce que je ne suivais pas les matchs. Et après, ils ont commencé à dire, mais pourquoi toi tu suis toujours les programmes bizarres? Pourquoi tu ne regardes pas les matchs comme nous? Parfois, des gens venaient à la maison chez moi. Quand ils arrivent chez moi, ils trouvent que je suis un grand match du Cameroun en train de passer, on me trouve en train de regarder un film. On dit, mais mets-nous le match, mets-nous le match. C'est comme ça que je mets le match. On se met à regarder le match. Après, j'ai commencé à penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien chez moi. Il faut que je commence à m'intéresser au football. Quand je décide de m'intéresser au football,
je me dis, la meilleure façon de m'intéresser au football, c'est de m'intéresser aux paris sportifs. Parce que là où je vais mettre mes finances, je serai obligé de chercher à savoir. Mais je suis allé entrer dans le pari sportif, j'ai perdu beaucoup d'argent pour rien. Et jusque-là, je ne connais pas toujours, je connais pas les rouages de ce domaine-là. Donc, moi, je pensais que c'est maintenant que je comprends que ma position, elle est à moi. Je ne dois pas changer mes habitudes parce que je veux plaire à quelqu'un ou je veux ressembler à quelqu'un. Donc, j'ai toujours été différent. Donc, par rapport à cette situation de mouvement politique des jeunes en 2018, j'avais pensé que, après avoir suivi la capsule de Claudel qui disait « cerveau orienté problème, cerveau orienté solution », je me suis dit, mais vous fustigez le gouvernement, derrière les failles du gouvernement, il y a des solutions. Et derrière les solutions, ce sont des opportunités. Pourquoi ne pas saisir les opportunités pour toute la jeunesse et essayer de voir comment ils peuvent développer des choses, des activités génératrices de revenus. Et c'est comme ça, j'ai commencé à le suivre, je comprends, c'est quelqu'un d'assez intelligent, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. J'ai commencé à suivre Claudel jusqu'à ce qu'on en arrive là aujourd'hui. C'est le résultat de tout ce que j'ai appris avec eux, les Claudel, j'ai cité tout à l'heure les Philippe Simot, les Valère Bélias. Et Valère m'a intéressé déjà d'abord à la lecture et autant de petites choses, autant de ces gens qui transforment, qui travaillent tous les jours à transformer l'Afrique. Mais ceux-là, ce sont quand même des personnes qui sont assez distantes de vous. Elles ne sont pas directement dans votre environnement nucléaire. Quelle est la place donc qu'occupe votre famille, votre proche, dans cette orientation ou dans ce développement de vous-même? La famille a un très grand rôle à jouer. La famille m'encourage parce que déjà je suis assez encouragé par ma famille. Ils n'ont pas assez, enfin ils ne s'intéressent pas vraiment parce qu'ils savent que si je choisis un secteur d'activité dans lequel je veux me lancer, ils savent que c'est un secteur dans lequel je m'épanouis. Et ici, ça c'est une activité dans laquelle, parce que moi je suis quelqu'un qui aime donner déjà. Donc ça veut dire que si je peux donner de la connaissance, je crois que j'ai tout donné. Je vous donne et je reste riche. Et je crois que c'est la seule chose qu'on puisse donner à quelqu'un et garder son état financier stable, quoi. Donc je te donne de la connaissance, je n'en perds pas. Je partage juste avec toi, je garde mon intelligence, toi tu gagnes quelque chose, moi je garde ce que j'ai. Mais pourtant si je te donne de l'argent, je perds de l'argent en te donnant, ça ne revient pas dans ma poche. Encore, on voit que le rapport à l'argent, il doit être très méticuleux. Ça, c'est vrai. Avec M. Mbala, il vaut mieux ne pas se comporter d'une certaine façon. En tout cas, on retient surtout que lorsqu'il faut penser entreprendre, la force doit d'abord venir de soi-même, la décision personnelle d'entreprendre, la décision de se lancer. Ensuite, il faut se former. Dans quoi est-ce que je m'engage? Si je m'engage dans quelque chose que je ne maîtrise pas, à coup certain, je vais me casser la figure. Et enfin, on va penser à l'argent. Ça veut dire que là, vous avez dit, il y a à la fois, on peut travailler sur ses fonds propres, on peut se tourner vers des banques, vers des investisseurs, et enfin, on peut se lancer avec un petit capital qu'on va faire grandir au fur et à mesure. Donc, les qualités qu'on a évoquées, vous l'avez retenu, je l'espère. C'est très important parce que on vous a dit sur cette page, on vous booste, on vous conseille, on vous accompagne. Et vous également, vous faites la même chose. Vous nous donnez de la force en vous abonnant, en commentant et en likant tous nos contenus. Monsieur Mbala, merci d'avoir accepté. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. J'imagine que ce n'était pas évident de trouver un peu de temps dans tout ce que vous faites. Oui, ça c'est vrai. Pour nous retrouver sur ce plateau. En tout cas, tout le plaisir était pour nous. Et j'espère également que vous avez aimé et que vous avez apprécié la présence du grand boss de Pensez Entreprendre et Pensez Entreprendre Média. Madame, monsieur, c'est ici que s'achève ce nouveau numéro de I Made It. You made it, I guess. Yeah, thank you very much. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Ce numéro est encore produit par Pensez Entreprendre, réalisé par Alain Blesba et présenté par Grace Catherine. À très bientôt.